Conscience écologique et conscience vibratoire. Voilà le thème de l'enregistrement d'aujourd'hui, en date du mois de mai de l'année 2022. Donc, par rapport à ce thème, comme plusieurs personnes qui m'écoutent, j'ai été confronté à la question récemment suite à la discussion avec une personne hier, de savoir à quel point on doit donner de l'importance ou non à la conscience écologique. Et c'est ce qui m'amène à aborder le sujet d'aujourd'hui. Donc, la conscience écologique, je la définis dans un premier temps comme étant une conscience qui vise le respect total de l'environnement, des différentes formes de vie, de l'eau, de la terre, et également, là, c'est sûr, des airs. Donc, une conscience qui vise à éviter la pollution, une conscience qui vise à respecter donc les végétaux, les animaux, les abeilles, donc les différentes formes de vie qui existent sur la Terre dans une perspective idéologique de bien faire, liée à une forme d'idéalisme. Donc, la conscience écologique est en vogue au moment où est enregistrée cette capsule audio et de plus en plus présente dans les pays occidentaux. Elle est véhiculée à travers les médias de masse. Elle est valorisée également socialement. Et comment se situer par rapport à cette conscience-là écologique, ça va être l'un des enjeux qui va être abordé aujourd'hui. En fait, par rapport à la conscience écologique, sa distinction avec la conscience vibratoire, c'est que la conscience vibratoire est en relation avec la contrepartie de l'individu qui va émettre des vibrations au sein de sa psyché, c'est-à-dire l'esprit. Et la distinction entre les deux, c'est que la conscience écologique est en relation avec une idéologie, est en relation avec certaines formes qui sont véhiculées dans la société, et d'un agenda écologiste aussi qui vise à réduire la pollution et utiliser des énergies qui sont propres et renouvelables pour favoriser un plus grand respect de l'environnement. Donc, réduire l'empreinte carbone qui est produite par des individus, réduire l'utilisation d'énergie fossile, réduire l'utilisation d'énergie n'étant pas renouvelable, réutilisable et ainsi de suite. Donc, et c'est sûr que l'enjeu présentement, c'est à savoir est-ce que l'être humain a à se soumettre ou non à la conscience écologique qui est véhiculée par la société en général en tant qu'idéal. Eh bien, ce que ça me répond, c'est qu'aujourd'hui, la conscience écologique est véhiculée et valorisée dans les médias. Si je pense à la situation du Québec où ce que je vis, je sais que c'est une situation qui est similaire là, dans plusieurs pays de la francophonie. Et c'est valorisé présentement ici comme autrefois, c'était la conscience religieuse. Donc la conscience chrétienne qui était vue comme ayant une portée sociale, donc de se soumettre à une idéologie en relation avec des croyances religieuses, c'était vu comme un bond en avant. Donc quelque chose de bien, quelque chose de souhaitable, un peu comme la conscience écologique aujourd'hui. Et il y a eu plusieurs discours au fil des différentes époques au niveau idéologique. En Europe, c'était le marxisme avec Karl Marx, le communisme qui a été véhiculé et valorisé dans certains pays, si on pense entre autres à la Russie, à la Chine. Mais si je le regarde par rapport à la conscience vibratoire, qu'est-ce qui doit primer dans la vie d'un individu? Moi, ce que je perçois, c'est la conscience vibratoire et non pas de se soumettre à une idéologie. Donc, les idéologies, en passant, ça peut être en relation avec aussi des effets de mode. À un moment donné, la société va valoriser une idéologie par rapport à la religion. À un moment donné, c'est en fonction de la conscience écologique. À un moment donné, c'est en fonction du communisme. À un moment donné, c'est du capitalisme. À un moment donné, une autre société va valoriser le nazisme. On a connu ça dans la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'Allemagne nazie qui avait, dans le fond, pris son essor là, dans les années 1930. Donc, à différentes époques, il y a différentes idéologies.
Donc, se soumettre à une idéologie qui rattache l'individu au collectif peut l'amener à être coupé de sa connexion avec son esprit. Donc, et pour être en contact avec l'esprit, eh bien, c'est de donner la priorité à la conscience vibratoire. Donc, si vous me posez la question, toi, personnellement, est-ce que tu donnes beaucoup d'importance à la conscience écologique? Oui, j'en donne une certaine importance dans ma vie, mais la priorité, ce à quoi que je vise à donner de l'importance, c'est la conscience vibratoire. Pourquoi? Ben, parce que la conscience écologique, de la manière qui est véhiculée, c'est une forme d'idéologie, de se soumettre à une idéologie ou à des formes. Ça fait en sorte que je vais vivre ou agir en fonction d'un référent extérieur à moi, ce qui veut dire que je ne serai pas libre. Et si je ne suis pas en contact pleinement avec moi-même, mais davantage en contact avec des référents externes, ça veut dire que à ce moment-là, je suis soumis à des formes. Donc, je ne suis pas libre de la forme. Donc, je n'agis pas en fonction de la vibration que je peux capter et véhiculer à travers ma conscience, à travers ma parole, et qui me lie à l'esprit. Donc, je suis déconnecté de ma source pour m'abreuver à une source externe qui va être, par exemple, sur différentes plateformes web, des vidéos qui vont véhiculer l'importance de respecter l'environnement. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que c'est intelligent de respecter l'environnement? Il va me répondre oui. Par contre, est-ce que c'est intelligent de se respecter d'abord sur le plan individuel dans une perspective d'autonomie psychique? Il va me répondre oui. Ce qui veut dire que la priorité, en ce qui me concerne, doit aller au respect de ma conscience individuée. Et si l'agissement que m'amène à connaître une mise en vibration qui provient de l'esprit est en décalage avec qu'est-ce qui est véhiculé par rapport à une conscience écologique, à ce moment-là, est-ce que j'aime me sentir coupable? L'esprit me répond non. Par contre, quelqu'un qui, par des raisons idéalistes, adhère aujourd'hui à la conscience écologique, comme autrefois, la personne pouvait adhérer à une idéologie socialiste ou religieuse, ben, la personne est récupérée par le discours idéologique. Donc, à ce moment-là, la personne peut être en décalage d'elle-même en se soumettant à un discours en lien avec une idéologie qui est véhiculée. Donc, tout ça pour dire qu'à quelque part, si l'esprit juge qu'un ajustement doit être fait par rapport à un agissement, il y aura une mise en vibration qui va être faite par rapport à ça. Et si ça respecte l'environnement, ben, c'est intéressant de le faire naturellement et ça va aller dans le sens de l'idéologie écologiste. Par contre, si c'est en décalage, ben à ce moment-là, moi, au niveau individuel, la façon que je gère ça, c'est que je vais faire l'ajustement pareil. Parce que, à quelque part, le but de l'esprit, c'est de faire circuler de l'énergie. Et c'est sûr que la finalité que je perçois par rapport aux différentes synchronicités et actions concertées de l'esprit qui impliquent différents individus, c'est qu'à un moment donné, l'être humain vive en adéquation avec l'environnement. Par contre, à court terme, ça peut créer des ajustements qui manquent d'ajustement. Je m'explique. Quelqu'un peut être mis en vibration pour aller rencontrer une autre personne et se déplacer en voiture pour la rencontrer. Donc, quelqu'un d'extérieur qui observe ça et qui a un souci écologiste va dire, ben, n'utilise pas l'auto, car l'auto va produire de la pollution atmosphérique. Donc, au lieu de rencontrer l'autre personne pour discuter avec elle, utilise donc, par exemple, un site de médias sociaux, là, tu sais, de discuter avec la personne avec Facebook, avec Skype ou une interface vidéo. Comme ça, tu vas réduire la pollution que tu peux engendrer qui est en relation avec le déplacement. Par contre, le point, c'est que la personne qui dit ça pour bien faire, dans le fond, si la personne est réellement mise en vibration par l'esprit pour utiliser l'automobile pour rencontrer une autre, elle n'a pas à se sentir coupable, puis elle n'a pas à prendre en considération le propos de l'autre personne. Par contre, si vibratoirement la personne peut communiquer avec l'autre via Internet et que la vibration passe, c'est adéquat. Par contre, l'esprit, il est manipulateur puis il est subtil parce que l'esprit peut chercher à véhiculer à travers une rencontre en personne, à travers la mise en vibration de rencontrer une personne d'un point A à un point B, eh bien,
des mises en contact avec d'autres personnes à travers le trajet qui va amener des changements vibratoires au sein, qui vont participer ou qui peuvent accompagner des gens qui vivent des changements vibratoires, goûter une vibration qui les ajuste davantage. Ce qui va faire en sorte que ça devient plus intelligent de se déplacer en voiture que de discuter par Internet. Dans le sens que si, par exemple, une personne va rencontrer une autre en personne à un restaurant, et si le hasard, entre guillemets, parce que je pars de la perspective que le hasard n'existe pas, lorsque la personne va rencontrer l'autre au restaurant, il y a une autre personne qui est assise à une table d'à côté. Là, la personne est mise en vibration pour parler, puis il parle la personne qu'on rencontre avec une autre personne, puis nous autres, on parle avec la personne, puis à quelque part, qu'il y a une synergie qui soit mise en place pour que ces trois personnes se parlent et que ça participe à véhiculer une vibration dans le monde. Eh bien, à ce moment-là, c'est plus intelligent qu'une personne utilise l'automobile pour rencontrer une autre, puis une fois sur place, c'est drôle, on rencontre telle autre personne, puis finalement, de parler avec telle autre personne, ça y participe à faire goûter une vibration, qui participe à le mettre en contact avec un autre état d'être, qui participe par la suite à amener un changement. Ça peut l'accompagner dans un changement psychique qui est appelé à vivre, puis lui amener une certaine compréhension. Donc, autrement dit, dans certains cas, ça peut être très ajusté vibratoirement de se déplacer en automobile parce que à ce moment-là, en dépit du fait que ça produit de la pollution, ça peut amener certaines vibrations à être véhiculées dans le monde. Mais tout ça peut être sujet à discussion. Quelqu'un de très spirituel va dire, l'esprit, il y a juste à s'organiser pour qu'il y ait des synchronicités pour que la troisième personne qui n'était pas prévue être rencontrée au restaurant soit, dans le fond, mis en contact avec ces deux personnes-là via le web. Comme ça va réduire la pollution. Et c'est sûr qu'on peut toujours argumenter. Mais tout ça pour dire que quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur les implications des actions parce qu'il vibre à la culpabilité peut être récupéré par l'astral. Autrefois, la personne qui n'agissait pas en conformité avec l'agenda de la religion, qui était valorisé socialement à travers les médias, se sentait coupable. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne respecte pas certains dogmes, certaines croyances écologiques, est appelé à se sentir coupable ou à être culpabilisé par les gens de la société. Donc, autrefois, quelqu'un qui ne soumettait pas à la programmation religieuse, on disait que c'était un méchant pollueur. Ensuite, avec l'idéologie communiste, quelqu'un qui se soumettait pas à l'idéologie communiste, et que ça a été véhiculé dans certains pays d'Europe, c'était un méchant capitaliste. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne se soumet pas à la doctrine, la sainte doctrine écologique, la personne est présentée comme étant une méchante pollueur, puis elle va être pointée du doigt. Donc, autrement dit, dans toutes les sociétés, il y a toujours un discours qui est dominant et ceux qui ne s'en conforment pas sont mal vus par les membres de la société qui sont tous dans un état d'adhésion à une forme d'idéologie, une forme de doctrine, et les doctrines fluctuent avec le temps. Mais fondamentalement, ma visée en tant qu'individu, c'est d'être libre sur le plan psychique, pas être soumis à une forme de doctrine ou récupéré par un intérêt doctrinaire par rapport à quelque chose qui est en émergence, comme là la conscience écologique qui est de plus en plus véhiculée. Et là, il y a des campagnes gouvernementales au Québec pour faire la promotion de sains comportements écologiques et ainsi de suite. Sinon, c'est sûr que quand je le regarde vibratoirement, est-ce que c'est intelligent que l'être humain pollue l'environnement et mette en danger la vie de plusieurs espèces et la biodiversité, puis même sa propre vie? C'est sûr que non. Pourquoi qu'il y a des technologies polluantes qui sont présentes sur Terre? C'est à cause que l'être humain est inconscient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une compréhension vibratoire et sa compréhension scientifique est partielle. Il a un regard polarisé sur la science, il y a un ego aussi qui est orgueilleux. L'ego est avide, l'ego veut aller vite, l'ego va prendre des raccourcis. Donc, autrement dit, l'ego va regarder, un tel produit, il va se vendre, et on va réduire les coûts de production en mettant, par exemple, tel produit chimique. Par contre, c'est quoi les impacts à long terme?
Et là, il s'en soucie pas. Ce qu'il cherche, c'est le gain à court terme. C'est sûr que quand on en regarde par rapport à toute la production d'éléments en plastique qu'on a dans le domaine de la restauration rapide, c'est ça, c'est une aberration. Tu sais, on consomme une grande quantité d'objets faits à partir de pétrole et qui sont en plastique. On va les utiliser quelques minutes et ça peut prendre plusieurs centaines d'années pour se dégrader. Donc, c'est sûr que c'est pas intelligent cosmiquement, là, ce rythme de consommation. C'est un rythme qui amène beaucoup de pollution. Là, récemment, ce qui est arrivé, c'est que dans certains restaurants rapides au Québec, là, on a dit « Ah, on va utiliser des pailles de papier au lieu d'utiliser des pailles de plastique. » Puis là, au niveau des gouvernements au Canada, on veut qu'éventuellement, il y a des gouvernements, puis il y a des gens qui militent auprès de gouvernements pour que les pailles de plastique disparaissent pour réduire l'empreinte écologique des êtres humains, la pollution qui est produite en lien avec ça, par rapport à cet objet très jetable. Et l'idée d'arrêter d'utiliser des pailles de plastique est intéressante. Je suis d'accord avec ça, que oui, ça crée de la pollution inutilement pour un objet qu'on utilise quelques instants, puis par rapport à la quantité de pollution que ça fait. Et là, on va dans des restaurants, puis là, les gens se donnent bonne conscience en disant « Ah, je vois dans tel restaurant, là, ils utilisent des pailles de papier. Je suis une bonne personne parce que je me conforme, implicitement, ça revient à dire ça, c'est-à-dire je me conforme à la doctrine écologique. Donc, à quelque part, je suis quelqu'un qui agit avec justesse. Et c'est sûr que par rapport à ça, ce qu'on a regardé, moi je regarde ça, puis en réalité, au-dessus de 90% des éléments, que ce soit les fourchettes, les contenants, dans les restaurants, qu'on appelle en anglais des fast-food, là, donc dans le domaine de la restauration rapide, au-dessus de 90% des éléments ne sont pas écologiques, ne sont pas réutilisables. Donc les pailles de papier, c'est une infime quantité des éléments qui sont utilisés. Donc ça permet aux gens de se donner une bonne conscience, mais est-ce que ça règle le problème de fond par rapport à la pollution considérable qui est engendrée par l'utilisation de tout ce plastique? Bien sûr que non, parce que l'essentiel des éléments, que ce soit les fourchettes, cuillères ou autres, ça continue d'être utilisé, puis ça continue de faire de la pollution. Donc, ça ne règle pas le problème de fond. Mais pendant ce temps-là, les gens disent « Ah, c'est moins pire, j'ai ma paille qui est en papier au lieu de celle qui est en plastique. » Mais oui, mais au-dessus de 90% que tu utilises, c'est du plastique, puis tu continues pareil. Ah, non, mais là, c'est pas pareil. Mais c'est ça, c'est des habitudes de vie, mais est-ce que l'être humain a changé ses habitudes de vie? La réponse, c'est oui, s'il met en vibration par rapport à ça. Donc, si quelqu'un met en vibration pour arrêter de manger du fast-food ou aller au restaurant, il a à agir en conséquence. C'est tout simplement ça. Même chose par rapport à l'utilisation de l'automobile. C'est sûr que moi, par exemple, au fil des ans, j'ai changé certains comportements. Avant, j'utilisais des pailles jetables chez moi, faites de plastique. Et puis, à un moment donné, bien, j'ai acheté des pailles de bambou et je les ai utilisées. Puis là, je les nettoie là, quand que je fais la vaisselle. Puis, je les utilise pour déguster certains breuvages. Et je suis très satisfait. Les pailles de bambou. J'ai fait découvrir ça à ma compagne. Elle a trouvé ça intéressant. Donc, elle l'utilise aussi. Et donc, j'ai eu un changement de comportement individuel. Par contre, j'ai regardé, est-ce que, bon, je peux en parler dans un enregistrement, que je trouve ça intéressant. Il y a peut-être des gens qui vont écouter l'enregistrement, ils vont dire, ben oui, je peux utiliser des pailles de bambou, ou ça peut être en métal aussi. J'avais essayé en métal, mais je trouvais que ça évoquait le goût d'appareil de dentisterie que je pouvais avoir dans la bouche lorsque je voyais chez le dentiste, là, des appareils de métal qu'on va mettre dans la bouche. Et ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas du tout, alors que le bambou, je trouve ça plus agréable. Donc, je vois avec le bambou. Donc, j'ai amené ce changement-là. Dans le temps de mes parents, ils n'utilisaient pas des pailles de bambou pour boire du jus. Donc, j'ai amené ça. Et c'est sûr que, tu sais, je peux le partager à certaines personnes si j'ai la vibration de le faire dans mon environnement, comme ma compagne, que je savais que ça pouvait l'intéresser, mais j'insiste pas plus.
Tu sais, je peux mentionner que ça existe, mais là, je ferai pas un militant écologiste qui va passer son temps à faire des enregistrements sur le web là, par rapport à ça, ou de faire des articles sur Facebook, ou de faire du porte-à-porte comme autrefois les gens faisaient pour différentes causes, là, ou de solliciter tout le monde mon environnement. Ben non, je cherche pas à agir ainsi. En fait, mon objectif, c'est de suivre la vibration de qu'est-ce qui est intelligent à faire. Et c'est sûr que c'est pas toujours évident. Et c'est sûr que ce qui est intelligent vibratoirement à faire peut être en décalage, comme je le disais tantôt, avec l'agenda écologique. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on fait primer l'agenda écologique ou l'agenda vibratoire? Et c'est sûr que la réponse de ce que je capte vibratoirement à faire, c'est de faire primer l'agenda vibratoire. Et l'être humain ne doit pas être piégé par toute la culpabilisation qui est faite dans la société pour l'amener dans une forme de réduction de comportement et d'en faire une espèce d'autoclos. Tu sais, quelqu'un qui sort plus de chez lui, puis bon, avec l'idée de la pandémie qui a été véhiculée dans les médias de masse et que les gens fallait qu'ils fassent du télétravail, de la formation à distance, ben là, on peut véhiculer l'idée que à quelque part, ben là, pour respecter l'environnement, idéalement, ben tout le monde travaille chez eux, étudie chez eux, parle avec des gens via le web et évite les déplacements en voiture pour qu'il y ait des rassemblements de membres de la famille, des rassemblements publics pour réduire la pollution atmosphérique et la consommation de pétrole. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, d'imposer des comportements comme ça à tout le monde, c'est comme amener une forme de soumission à une doctrine. Puis, c'est sûr que moi, ce que je déplore, c'est l'idée d'imposer aux gens de la population des limitations, des contraintes, qui nuit dans certains cas au mouvement de l'esprit. Donc, si, par exemple, au Québec, on dit « Ah, ben l'essence doit être taxée, puis c'est important qu'il y ait des taxes sur les taxes, parce que c'est la situation au Québec, dans le sens qu'il y a une taxe du carburant, ensuite, il va y avoir d'autres taxes en fonction de la valeur du pétrole et de la taxe du carburant qui se rajoute après. Donc, on met des taxes sur les taxes. Et pourquoi que c'est valorisé? Parce qu'on dit, ça permet de réduire la pollution en taxant le pétrole, c'est-à-dire que les gens vont faire plus attention lorsqu'ils utilisent l'auto pour l'utiliser vraiment à des fins utiles, comme par exemple se déplacer pour aller au travail, plutôt que à des fins récréatives, comme rencontrer des amis ou des activités autres là, qui pourraient être évitées. Donc, dans l'optique qu'il y a une utilisation responsable de l'auto, ben certaines personnes se réjouissent de voir que des taxes sur les taxes, mais en même temps, si je le regarde au niveau de l'esprit, puis c'est intelligent que quelqu'un utilise l'automobile pour rencontrer une autre personne, pour faire suite à l'exemple que je donnais tantôt, et de manière imprévue, il rencontre une autre personne, puis là, ça participe à quelque part à véhiculer de l'intelligence que cette rencontre ait lieu. Ben, au niveau de l'esprit, ça y représente une contrainte. L'esprit a composé avec des contraintes planétaires qui sont en relation avec des agendas associés à des êtres de haute spiritualité qui agissent au niveau de la forme mais qui n'ont pas une compréhension vibratoire du réel. Et à leurs yeux, le fait qu'il y ait des taxes sur des taxes, c'est une très bonne chose parce que ça va amener les gens à avoir des comportements plus éco-responsables mais ils ne réaliseront pas que l'effet pervers de ça, c'est que ça peut empêcher qu'il y ait des mouvements vibratoires qui se produisent ou de les retarder. Donc, dans un sens, que des taxes sur des taxes, ça peut être un élément qui est retardataire. Mais là, il y a des gens qui peuvent répliquer, ben si l'esprit veut vraiment que deux personnes se rencontrent, l'esprit va s'organiser pour que ces gens-là aient davantage d'argent. Si le coût, par exemple, du baril de pétrole augmente et des taxes sur les taxes à la pompe qui fait que le coût de l'essence augmente significativement, ben, c'est sûr que l'esprit peut créer des synergies qui vont faire en sorte que la personne va obtenir plus d'argent, une promotion au travail, des contributions financières sur le web et ainsi de suite. Ça peut être possible, c'est sûr. L'esprit va chercher autrement. L'esprit, je le vois comme étant l'eau. Vous savez, si vous avez une forme, comme par exemple un verre d'eau, puis vous créez un trou
une brèche à un certain endroit. Donc, vous avez un comportement, un contenant d'eau en styromousse, puis vous créez un trou, l'eau va passer. Si vous créez un autre trou à une autre place, l'eau va passer. L'esprit, c'est comme l'eau. C'est comme un liquide, c'est un élément fluide qui va utiliser les failles pour passer. Et comme l'esprit, c'est créatif, ben, l'esprit va voir c'est quoi les failles liées à l'idéologie ou une programmation sociale pour pouvoir, pareil, passer à travers un système qui devient de plus en plus rigide, parce que en lien avec la programmation écologique, eh bien, c'est possible qu'à un moment donné soit mis en place dans certaines sociétés. Donc, il y a des gens qui peuvent... si je le parle, c'est parce que quelque part, l'idée existe parce que je l'intercepte, là. Il peut y avoir des êtres au niveau astral qui sont de très grande spiritualité, qui vont vouloir faire un crédit à la chinoise dans certains pays occidentaux pour des raisons de contrôle social, pour amener les gens à avoir des comportements plus éco-responsables. Dans le sens que quelqu'un pourrait avoir des points, un peu comme en Chine, quelqu'un a des points s'il agit en fonction d'une doctrine d'État. Donc, la doctrine qui est véhiculée par le Parti communiste chinois. Donc, quelqu'un qui fait de la délation, qui dénonce des gens qui n'agissent pas d'une manière adéquate. En fonction de la doctrine chinoise, la personne gagne des points. Parce que c'est considéré comme un bon agissement. Donc, au même titre, quelqu'un qui ferait de la délation en Occident parce que, tel voisin, il utilise pas le bac réutilisable, il va jeter des objets qui pourraient être réutilisés dans le bac à recyclage ou compostés, la personne pourrait gagner des points. Donc, la dénonciation de comportement de pollution, ça fait des bons citoyens au niveau de la doctrine écologique. Donc, ces gens-là gagnent des points. Et ensuite, quelqu'un qui va utiliser un vélo pour se rendre au travail pourrait gagner des points. Tandis que les personnes qui utilisent l'auto, non, tu participes à générer une empreinte écologique, tu perds des points. Par contre, tu utilises l'auto, puis tu fais du covoiturage, on peut te donner certains points, mais pas autant que celui qui utilise le vélo. Fait que vous voyez, on pourrait faire une forme de marchandage. Et l'idée du crédit social, c'est en relation avec une vision astrale, entre autres, de gens de bonnes intentions spirituelles, qui sont les mêmes êtres qui, au niveau occulte, font la gestion de ce qu'on appelle le karma. Donc, la notion de karma existe en relation avec le plan astral et l'ajustissement à certaines formes qui vont amener certaines actions à certaines répercussions. Et le système du karma est en relation avec la capacité de faire vibrer des gens de la culpabilité. Donc, autrement dit, si la personne, si on prend par exemple le karma dans le sens spirituel ou religieux, quelqu'un qui agit en déphasage en fonction d'une doctrine religieuse va être culpabilisé par la société. Puis s'il se sent coupable, ben là, à ce moment-là, il y a un déséquilibre énergétique en son sein qui doit être rééquilibré par rapport à des actions. Et si quelqu'un, par exemple, qui dans le fond, a vécu sur Terre, se retrouve sur le plan astral, sur le plan de la mort et passe en revue sa vie. Puis, il évalue que il a mal agi en fonction de certaines croyances, une certaine doctrine religieuse. La personne en tant qu'âme peut vouloir se réincarner en disant, eh bien là, je vais revenir sur la Terre pour faire le bien, c'est-à-dire avoir des comportements qui sont davantage éco-responsables, ou davantage pour la charité chrétienne, l'amour d'autrui, si on le prend sur le plan spirituel, ou pour le bien-être du collectif, si on le prend en fonction d'une doctrine socialiste. Donc la personne peut réfléchir à sa vie en fonction de différentes formes, puis il peut y avoir des entités astrales qui l'amènent à dire, ben là, si tu n'agis pas de telle façon, t'es pas correct, donc tu dois te réincarner pour rééquilibrer ton karma, c'est-à-dire de te libérer d'une dette que tu as. Et c'est sûr que la notion de dette, ce concept est repris par rapport à la doctrine du crédit social, dans le sens que quelqu'un qui n'agit pas en fonction de la doctrine, un peu comme une dette karmique, eh bien à ce moment-là, il perd des points. Puis on peut parler aussi d'une dette ou d'une empreinte écologique, si on y va dans le sens de la doctrine écologique. Donc quelqu'un qui veut neutraliser son comportement
en fait son comportement, c'est-à-dire son empreinte écologique. Si la personne évalue qu'elle a porté préjudice à l'environnement et qu'elle doit revenir sur la Terre pour rééquilibrer les comptes, donc en ayant davantage de comportements éco-responsables comme planter les arbres pour compenser la pollution qu'elle engendre, ben là, est dans une objectif d'agir en fonction de se soumettre à certaines formes et pas dans le suivi de la vibration de son esprit. Puis ça crée aussi une lourdeur énergétique d'être soumis à des formes qui sont très rigides, très structurées. Et c'est sûr que l'une des situations qui se produisent à l'époque actuelle, c'est qu'à un moment donné, les âmes ont été récupérées au fil de l'histoire par rapport à différentes idéologies. À un moment donné, c'était la religion, à un moment donné, c'était le socialisme, à un moment donné, puis l'époque présente, c'est la doctrine écologique. Donc, il y a des gens qui se libèrent de la doctrine religieuse ou d'idéal socialiste, mais pour mieux se soumettre et être colonisés psychiquement par l'idéal écologiste. Ce qui fait en sorte que ces âmes sont toujours sous l'influence de formes et de doctrines. La seule chose qui change, c'est la nature de la doctrine. À un moment donné, elle a une couleur religieuse, à un moment donné, une couleur spirituelle, à un moment donné, c'est le végétarisme, à un moment donné, c'est le respect des animaux, ensuite, c'est ci, c'est ça. Et l'être humain peut toujours être soumis à des formes tant aussi longtemps que l'être humain n'a pas intégré totalement la conscience de l'esprit et qu'il est déconnecté en partie ou en totalité de sa source. Lorsque l'être humain agit en fonction de sa source, ce type de comportement-là n'a plus lieu parce qu'il agit en fonction de lui-même. Et pour en venir à agir en fonction de sa source, ben il faut agir en suivant la vibration. Donc, tout ce propos pour dire que l'essentiel par rapport à l'individu qui se conscientise, c'est de s'écouter d'abord. Et c'est sûr qu'on peut faire une maladie de l'écologiste. Donc, il peut y avoir des militants qui, un peu comme des intégristes religieux d'autrefois, vont chercher à imposer ça à la collectivité, puis de faire sentir coupables les gens qui n'agissent pas dans ce sens-là. Mais ces gens-là peuvent être manipulés malgré eux par l'astral, mais comme ils croient qu'ils font le bien, ben ils imposent des comportements à d'autres personnes. Est-ce que dans certains cas, vibratoirement au niveau de l'esprit, ça peut être ajusté, d'amener par exemple une collectivité à modifier des comportements pour qu'ils soient plus en adéquation avec le respect de la nature? Oui. Par contre, il y a une question de manière, puis il y a une question aussi de cas par cas. Et évaluer vibratoirement cas par cas une situation, c'est pas à la portée de la personne qui a une conscience de haute spiritualité, qui n'évalue pas en fonction de la vibration de la situation particulière, mais plutôt en fonction de la doctrine comme référent intellectuel. Donc, quelqu'un qui est dans une doctrine écologique va dire, ben, faut éviter tout le temps d'utiliser l'automobile parce que ça fait tout le temps de la pollution. Donc, quelqu'un qui l'utilise, il est pas correct. Il n'y a pas un pouvoir discrétionnaire qui est utilisé là, à ce niveau-là. Tandis que la personne qui a une conscience vibratoire peut dire « Ah oui, c'est vrai, telle personne de le rencontrer au restaurant en utilisant l'auto, c'est ajusté, même si ça représente un parcours sur une très grande distance. Par contre, dans certains cas, ouais, j'ai pas rencontré telle personne, donc d'utiliser de l'essence pour aller au restaurant, c'est pas ajusté. Mais pour avoir ce discernement-là, ça prend une sensibilité puis une capacité individuelle d'évaluer. Et c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Et tout ça est particulier parce que dans le domaine de la conscience, beaucoup de gens sont soumis puis pris dans des formes. Mais ce que je vois, qu'est-ce qui va les amener à sortir de ces formes-là, c'est de voir la lourdeur. Parce que s'ils se mettent en place des systèmes sociaux, un peu comme le crédit social en Chine, où tout le monde est filmé tout le temps, ensuite, les gens, leurs transactions financières sont épiées par le gouvernement. Ben, si on devient de plus en plus épié en société au nom d'un idéal humaniste ou écologique, puis ça crée une lourdeur énergétique, ben, à un moment donné, il va y avoir des esprits qui vont s'éveiller, qui vont contester la lourdeur énergétique. Il y a des gens qui vont vivre un état de colère mentale et vont dire à un moment donné, ben écoutez, là, ça suffit, là. L'idée de s'épier continuellement à savoir si j'ai un comportement ou non responsable, d'être dans une espèce d'obsession écologiste, la personne va dire non. La personne peut dire non aussi par rapport au phénomène contemporain qu'on va appeler l'éco-anxiété. Donc, vivre de l'anxiété
par rapport à des problèmes de pollution qui sont engendrés par l'être humain ou que l'être humain participe à ça, ce qui va amener comme élément sous-jacent l'éco-culpabilité. Donc, autrefois, les gens se sentaient coupables avec la religion parce qu'ils commettaient des péchés. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui vont se sentir coupables parce qu'ils n'ont pas des gestes éco-responsables, donc ce qui légitimise de vivre un état d'éco-anxiété parce que la personne a peur des problèmes environnementaux, puis aussi d'éco-culpabilité parce qu'elle ne se sent pas correct au niveau de la doctrine écologique. Donc, on a des nouveaux mots qui apparaissent dans notre vocabulaire au fil des ans en relation avec l'écologie. Mais c'est tout le temps de voir que derrière ça, il y a des modes de contrôle très anciens qui peuvent se rattacher à ça. Et la finalité du plan astral, au nom du bien, au nom d'un idéal, c'est de contrôler la civilisation. Les êtres vont se sentir légitimés de dominer les autres et de leur imposer des choses parce que ils croient être dans la vérité, croient faire le bien. Et à ce moment-là, c'est à partir de ces préceptes-là qu'ils se sentent légitimés d'agir ainsi et d'imposer à des gens de la population des conduites éco-responsables ou des prix plus élevés par rapport à certains objets qui évaluent comme étant source de pollution. Donc, c'est sûr qu'une société peut décider que les véhicules qui consomment plus d'essence, comme les VUS, eh bien, qu'ils coûtent plus cher, qu'il y a une surtaxe sur ces véhicules-là, alors que les véhicules qui fonctionnent à l'électricité, ah non, ça c'est moins polluant, donc à ce moment-là, on va donner des crédits d'impôt pour les gens qui vont acheter des véhicules à l'électricité. Donc, on peut favoriser certains comportements sociaux en fonction d'un agenda écologiste par des programmes gouvernementaux, par des lois aussi. Donc, comme au Québec, on veut réduire la pollution atmosphérique, réduire l'empreinte carbone qui est produite par les Québécois. Eh bien, ce qui a été décidé par le gouvernement, c'est que d'ici 2035, au moment où est enregistrée cette capsule, eh bien, les véhicules qui allaient être mis sur le marché neufs devraient être tous à l'électrique. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il ne soit plus possible d'acheter des autos à essence au Québec neufs à partir de l'année 2035. Donc, ça, c'est l'agenda écologique qu'on voit se manifester. Et les gens qui sont derrière ça sont de bonne intention. Si on me pose la question, est-ce que d'utiliser une auto électrique va réduire davantage la pollution que utiliser une auto à essence? La réponse, c'est oui. Par contre, est-ce que ça doit être imposé à une population? Et c'est là qu'on tombe dans des questions de conscience. Est-ce que vibratoirement, c'est plus ajusté d'imposer ça à tout le monde ou de continuer de laisser ça d'une manière discrétionnaire, à savoir, est-ce qu'on on laisse le choix aux citoyens d'acheter ou non des autos électriques ou à essence neuve tout le temps? Mais là, c'est là qu'on tombe dans une question de conscience et c'est en relation avec du collectif. Donc, c'est un enjeu qui se pose. C'est sûr que, globalement, moi, par rapport à l'auto électrique, je vais être bien franc avec vous. C'est que l'auto électrique, c'est pas la solution ultime pour réduire la pollution. Parce que, dans le fond, la batterie liée à une auto électrique, une fois que l'auto est finie, ou sa carcasse, à un moment donné, il faut que ça soit disposé à des endroits. Et ça peut engendrer de la pollution. Donc, les moyens plus efficaces de réduire la pollution, ça serait que la personne se téléporte pour se déplacer d'un point A à un point B pour rencontrer une autre personne. Pas d'utiliser une auto à essence, pas d'utiliser une auto électrique. Mais présentement, on n'a pas une capacité d'agir ainsi ou d'utiliser un véhicule qui serait moins polluant. Ça pourrait être une auto qui fonctionne à partir de l'énergie libre qui est présente dans le cosmos. Mais là, si l'être humain a accès à ça, ben à ce moment-là, il est libre de la dépendance au pétrole ou de la dépendance à l'électricité. Il n'y a plus besoin de compteur électrique. Donc, c'est sûr que tant que l'être humain est soumis à un compteur électrique, ben on peut le contrôler.
C'est-à-dire que l'être humain, comme moi par exemple, je vis au Québec et j'ai, par rapport à mon logement, un compteur d'Hydro-Québec qui calcule ma consommation d'électricité. Bon, ben, si j'ai un compteur d'électricité et puis on juge que je suis un mauvais citoyen, ben à la limite, le gouvernement ou que je suis un mauvais payeur, bon, ben, on peut me couper l'électricité. Donc, on peut me manipuler comme ça. Tandis que si l'auto ou le logement ou la maison fonctionne à partir de l'électricité qui est captée dans le cosmos, plutôt que de l'hydroélectricité comme c'est le cas ici au Québec, ben à ce moment-là, on ne peut pas contrôler l'individu. L'État peut pas dire, comme quelqu'un que ça fait plusieurs fois qu'il paye pas ses factures d'électricité, « Ah ben, c'est un mauvais payeur, on lui coupe l'électricité, l'approvisionnement en énergie. » On peut pas faire ça. Si c'est de l'électricité libre qui est partout dans le cosmos en quantité infinie qui est captée, bon, on peut pas le manipuler comme ça, on peut pas le contrôler comme ça. Le fait que l'être humain est dépendant de l'énergie, c'est un levier de contrôle. Dans le sens que si quelqu'un utilise l'auto électrique, ben, il faut qu'il s'approvisionne en énergie. Puis s'il s'approvisionne à une source d'énergie, ben, on peut le contrôler. Tant que l'être humain a s'approvisionné à une source d'énergie qui est extérieure à lui-même, il est manipulable, il est contrôlable. Et tant qu'il se réfère à une idéologie, c'est la même chose. Donc, l'être humain doit s'alimenter à sa propre source. L'esprit, pour moi, c'est une grande source d'énergie, de vitalité. Et l'esprit est infini. Donc, l'esprit, pour moi, c'est une forme d'énergie libre. Dans un sens, c'est une énergie qui est consciente. C'est pas l'énergie libre dans le sens que l'énergie qui sous-tend les atomes, l'infrastructure énergétique qui est au-delà des éléments sur le plan de la densité physique, que ce soit les quarks, que ce soit les protons, les neutrons. C'est un autre niveau, c'est une autre échelle. L'esprit n'est pas localisé sur le plan biologique par rapport à des particules. L'esprit, c'est un champ d'intelligence, un peu comme le champ quantique, quand que je regarde ça. Mais bref, l'esprit, quelqu'un qui s'alimenterait l'esprit et qui serait capable d'avoir un corps physique suffisamment ajusté à l'esprit, il pourrait réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui des prodiges, que les êtres humains vont voir comme étant l'élément qui autrefois était associé à des dieux, des divinités. Comme la capacité, par exemple, quelqu'un qui vit de l'esprit, ben, il peut vivre très longtemps. Il peut se déplacer d'un point A à un point B avec la téléportation. Il peut faire de la lévitation. Il peut faire plein de choses. Mais ça, c'est pas à portée de tout le monde. Et les gens qui ont intégré réellement la fusion n'ont pas nécessairement intérêt non plus à faire de telles démonstrations au sein de la collectivité. Ils n'ont pas intérêt à devenir des objets d'un cercle médiatique et d'un cercle qu'on voit de plus en plus sur le web là, par rapport à des prodiges qui pourraient être accomplis. Là. Donc, l'individu conscient, il n'y a rien à prouver. Mais c'est pas à portée de tout le monde. Dans un premier temps, les gens transitifs qui intègrent une forme de conscience, ils vont pas se dématérialiser ou ils n'auront pas un corps physique que la durée de vie va être prolongée au-dessus de 120 ans. Éventuellement, ben c'est sûr que ça peut venir que le corps peut vivre plus longtemps, voire indéfiniment, s'il est alimenté adéquatement en énergie. Mais pour qu'il soit adéquatement en énergie, ben ça prend un taux vibratoire qui est sous-tend. Une batterie qui est suffisamment forte et qui est capable de se régénérer d'une manière perpétuelle. Mais ça, c'est pas à portée de la main, là. Donc, pour beaucoup d'entre nous. Donc, dans un premier temps, c'est de s'occuper de sa conscience. Mais quand que je regarde ça, la question de l'écologie, avec ma conscience d'aujourd'hui, ben, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation. Et c'est souvent les gens de la classe moyenne ou les gens défavorisés qu'on va dire, ben, réduisez vos déplacements en voiture, prenez l'autobus, faites ci, faites ça, évitez de consommer de l'électricité inutilement. Ensuite, on cherche tout le temps à réduire. Puis c'est comme si on présente pas d'alternative aux gens. Et moi, la façon que je vois la vie, c'est que l'énergie est abondante puis elle est partout. Tu sais, peu importe l'endroit que vous vous promenez sur le plan physique, il y aura toujours de l'énergie qui va sous-tendre la dimension physique que vous percevez.
Et on donne pas accès à des formes d'énergie libre où l'individu est tout le temps restreint. Et c'est ça qui m'achale, qui me contrarie. C'est que on dit aux gens, ben il faut que tu réduises, réduire, ben ça limite. Puis si on limite l'individu dans ses comportements, ses déplacements, ben on en fait un autoclos, puis ça peut aller à l'encontre de son développement ou de sa capacité de canaliser l'esprit et de, à quelque part, évoluer. Donc ça peut être très retardataire, bien qu'on dit que c'est pour le bien de l'humanité. Mais si on poursuit certains raisonnements à l'extrême, on obtient des situations particulières, comme par exemple quelqu'un pour réduire son empreinte écologique, donc la quantité de gaz à effet de serre qu'il peut occasionner, la personne peut en venir à un point où elle va dire, ben, je vais ne pas avoir d'enfants. Comme ça, si j'ai pas d'enfants, ben, en ayant des enfants, ben, c'est sûr, si je déplace les enfants pour aller à la garderie en auto ou aller à l'école, je fais de la pollution. Ensuite, toute l'alimentation des enfants, les jouets qu'ils vont consommer, c'est toute de la pollution. Donc, pour réduire mon empreinte écologique, je vais ne pas avoir d'enfants. Mais là, si on regarde ce raisonnement-là, puis on le pousse au sein du niveau d'une collectivité, ben ça pourrait donner place à des politiques de dépeuplement ou de l'enfant unique, comme on a vu en Chine là, dans les années 80, où on demandait aux couples d'avoir un seul enfant pour éviter la surpopulation. Donc, l'idéal écologique pourrait dire, ben pour préserver la biodiversité et réduire l'utilisation de gaz à effet de serre, on pourrait demander à chaque être humain sur Terre, via un gouvernement mondial qui pourrait être mis en place éventuellement, d'avoir comme politique d'avoir des enfants en grande quantité, avoir seulement un enfant, voire même de plus en avoir. Et là, à ce moment-là, ben, ça amènerait le déclin de la population. Est-ce que le déclin de la population peut être souhaitable? Ben, c'est sûr que quand que je la regarde, oui, moi, la façon que je vois les choses, de stabiliser la population, ça peut être souhaitable le temps de stabiliser la situation terrestre et qu'il y ait une meilleure gestion des ressources pour que chacun sur Terre ait accès à un minimum vital, ce que certains vont appeler le revenu minimum. Dans un sens, ça peut être souhaitable. Par contre, est-ce que ça doit être imposé à tout le monde? Ça, c'est une autre question. Et jusqu'où ça va? Parce que là, on peut dire, on peut mettre en place une politique pour arrêter la croissance démographique parce qu'il y a trop de technologies polluantes qui sont utilisées présentement, parce que si la population continue d'augmenter avec la quantité de pollution qu'on a puis la volonté de gens d'avoir un même train de vie que celui des Nord-Américains, bon, ben j'avais déjà entendu dire que ça prenait l'équivalent de 5 planètes terrestres en termes de ressources pour alimenter tous les êtres humains sur la Terre qui auraient un mode de consommation similaire à celui des États-Unis, donc des gens qui vivent aux États-Unis. Donc, ça serait catastrophique. Donc, si des pays en voie d'émergence comme l'Inde et la Chine cherchent à adopter le même mode de consommation que les gens aux États-Unis, c'est sûr que tantôt, on risque de se ramasser avec une situation problématique au niveau collectif. En effet. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ben la Terre risque de plus être viable pour personne. Donc, pour éviter ça, est-ce que ça justifie que les gens se sacrifient, c'est-à-dire réduire le mode de vie, consommer moins, ou mettre en place des politiques drastiques de réduction de la population? C'est un sujet à questionnement. C'est un sujet à questionnement. Si je le regarde au niveau de mon esprit, ben moi ce que ça me dit, ce qui est intelligent, c'est qu'éventuellement les gens soient ajustés vibratoirement dans leurs agissements. Et lorsque tous les gens seront ajustés vibratoirement, il y aura des nouvelles technologies qui vont pouvoir être déployées à la surface de la Terre, car chaque chose en son temps, qui vont permettre de réduire la pollution. Et ce qui est particulier, c'est que d'un côté, de ce que je perçois, des consciences qui soient évoluées, que ce soit des êtres de haute spiritualité, des maîtres spirituels, ils ont un certain niveau de conscience, je suis obligé de reconnaître ça. Les êtres extraterrestres aussi qui vont faire de la propagation via des contactés de messages écologiques. Et au niveau de l'esprit aussi, il y a une certaine intelligence à ce que les problèmes de pollution soient réglés. Par contre, c'est la question des moyens,
c'est la question de la finalité, c'est la question de la légitimité ou non du contrôle social, de l'ingérence dans la vie privée des gens par rapport à leur comportement de consommation. Est-ce que c'est intelligent que chacun soit soumis au niveau collectif à un crédit social ou ce qui gagne des points quand il y a des agissements écologiques? C'est une question à se poser. Et moi, ce que je vois, c'est souvent l'impasse par rapport aux êtres au niveau cosmique à l'égard de l'être humain. C'est-à-dire qu'eux autres, ils ont certaines compréhensions de technologie qui pourraient véhiculer à l'être humain, qui pourraient nous simplifier les choses dans un sens. Mais si l'être humain n'a pas la maturité psychique de les utiliser, eh bien, à ce moment-là, ça permet à des gens qui sont très orgueilleux de rester en puissance, ce qui n'est pas souhaité par eux. Je m'explique ici. Si, par exemple, des gens qui sont intégristes au niveau d'une doctrine religieuse, qui sont des fondamentalistes, c'est des gens qui vont avoir des comportements très stricts, très rigides, des comportements qui vont être racistes, homophobes, ensuite transophobes, et ces gens-là font la promotion d'une doctrine très fortement, et eux autres sont en puissance, ces gens-là, par rapport à l'utilisation du pétrole. Bon, ben, si des gens qui sont des fondamentalistes religieux qui ont accès à des ressources abondantes du pétrole et le fait que le pétrole augmente en valeur, ça leur permet d'avoir beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, ben, eux autres, s'ils ont beaucoup d'argent, est-ce qu'ils vont arrêter de faire la propagation d'une doctrine religieuse? La réponse, c'est non. Ils ne se remettront pas en question. Est-ce que le fait que les gens à l'international peuvent contester leur manquement aux droits de l'homme dans leur pays en ayant des comportements qui n'ont pas de bon sens là, par rapport aux femmes ou les homosexuels? Est-ce que ces gens-là vont être ouverts au changement alors qu'ils sont en puissance puis exportent du pétrole un peu partout? La réponse, c'est non. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est intelligent que ces gens-là auraient accès à des technologies comme l'énergie libre pour se maintenir en puissance puis pas être manipulable par rapport au fait qu'à un moment donné, ben, leur puits de pétrole va diminuer? Fait qu'il va falloir qu'ils s'adaptent, qu'ils changent leur comportement. La réponse, c'est non. Parce que si quelqu'un est orgueilleux puis a accès à une énergie infinie, la personne, est-ce qu'elle va arrêter d'être orgueilleuse? Non. Mais non, elle va continuer. Pourquoi changer? Pourquoi faire des efforts pour changer une psychologie d'un individu ou d'un peuple? Surtout d'un peuple, ça demande beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce qui va amener du changement? C'est les limites, par exemple, d'un approvisionnement en énergie. Si je regarde, par exemple, la situation de l'Arabie saoudite, bon, ben, comme ils sont conscients, les dirigeants de ce pays, qu'à un moment donné, leur réserve de pétrole est limitée. Et leur façon qu'ils voient la transition pour redéfinir leur économie par rapport à l'avenir, c'est le tourisme. Donc, c'est sûr qu'il y a des très beaux endroits là en Arabie saoudite, là, comme par exemple Dubaï, et il y a les îles, il y a toutes des grandes tours, il y a des beaux hôtels de luxe qu'on peut retrouver, là, entre autres à Dubaï. Donc, ces gens-là ont dit l'avenir pour leur pays, c'est le tourisme. Et pour attirer les gens du tourisme, ben, ils ont à faire des ajustements. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu parler, ben, là, les femmes auraient le droit de conduire l'automobile. Et c'est sûr qu'ils ont été très critiqués par rapport à un manque d'équité là, par rapport aux femmes, par rapport à leur doctrine religieuse qui est véhiculée en Arabie saoudite, mais si ces gens-là sont conscients des limites du pétrole et qui ne pourront pas toujours être en puissance en lien avec le pétrole qui leur permet d'avoir une économie florissante, eh bien, à ce moment-là, ces gens-là, en étant conscients des limites du pétrole et qui doivent se renouveler, et si le renouvellement passe par le tourisme, ben ça prend à ce moment-là une ouverture sur le monde. Donc, si on veut, par exemple, amener des Européennes ou des Américaines à aller en voyage en Arabie saoudite, ben ça prend un plus grand contexte social favorable à l'égalité homme-femme. Parce que sans ça, les femmes n'auront pas le goût d'aller là. Donc, voyez-vous,
l'ouverture sur le monde ou l'ouverture sur les autres fait en sorte que ça va amener des changements. Donc, le fait que l'approvisionnement en pétrole est limité, ben, c'est intéressant parce que ça amène des changements. Donc, à ce moment-là, au niveau de l'esprit, c'est comme intelligent qu'il n'y ait pas accès à l'énergie libre tout de suite. Parce que s'il y avait accès à l'énergie libre, pensez-vous sincèrement que ces gens-là chercheraient à s'adapter en termes comportementaux pour attirer plus grande quantité de touristes chez eux? La réponse serait probablement non. Parce que ça demande un effort. Tu sais, changer, par exemple, avoir des ajustements plus... des agissements qui sont plus ajustés par rapport aux femmes, ça demande une certaine dose d'énergie. Tu sais, c'est une autre forme ça demande une resocialisation de la population. Faire face à la mémoire culturelle qui est présente depuis des millénaires par rapport à une collectivité, pour pouvoir la changer, la transformer, puis mettre en place une autre conscience collective, ça demande beaucoup d'énergie. Tandis que d'utiliser une auto électrique ou d'utiliser une auto à essence, passer d'un à l'autre, ça ne demande pas d'énergie. Autant, ça ne demande pas un changement psychique profond, qui est beaucoup plus énergivore que de dire, bon, au lieu de remplir mon réservoir de l'essence, je vais tout simplement mettre une rallonge électrique. Ça s'apprend en quelques minutes. Tandis qu'un changement de mentalité en profondeur, où on parle de revisiter toutes les actions qui sont mis en place dans une collectivité, que ce soit d'avoir le droit d'aller au cinéma dans certains lieux publics, ensuite la place des homosexuels dans une collectivité, la place des femmes, ainsi de suite. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et là, c'est sûr que j'observe les mouvements sociaux là, et la pression sociale qui est mise sur certains pays arabes pour qu'il y ait un plus grand respect de la femme, etc. Mais c'est tout le temps de regarder la balance du pouvoir. C'est-à-dire que si le pouvoir du pétrole diminue, ben là, la personne est en position d'ouverture à autre chose. Donc, il y a une forme de vulnérabilité par rapport à un peuple. Ben, c'est intéressant parce que ça peut l'amener à s'ouvrir à des changements qui, sinon, ne s'opéreraient pas. Donc, c'est ça. Mais par contre, le point, c'est que si, par exemple, l'Arabie saoudite développe une conscience plus écologique, qu'elle passe du pétrole à des parcs géants avec des panneaux solaires pour se nourrir du soleil, s'alimenter en énergie solaire ou des énergies éoliennes, ou même développer un réacteur au thorium pour remplacer l'énergie nucléaire dont il avait été question, entre autres dans les documents Thrive 1 et 2, donc Prospérer en français, qu'on peut retrouver sur le web, ou même à ces différentes des technologies moins polluantes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si la mentalité de l'individu ne change pas, que la personne ait accès à des éoliennes, un réacteur au thorium ou même l'énergie libre, si la personne n'a pas le goût de respecter davantage la femme, d'avoir des rapports plus ajustés, quand même qu'on y mettrait des meilleures technologies dans les mains, elle ne changera pas, puis elle risque d'utiliser cette technologie-là de manière à maintenir son hégémonie ou sa puissance. Imaginez des terroristes qui auraient accès à de l'énergie libre, tout le dégât, tous les ravages qu'ils pourraient occasionner à la surface de la Terre, ou à l'immortalité sur le plan physique. Donc, ils pourraient en faire des attentats terroristes, la personne a fait exploser des bombes, puis elle ne meurt pas, ou elle peut s'auto-régénérer si elle est exposée à des éclats de bombes. Bon, ben, elle pourrait en faire beaucoup de dégâts sur la Terre. Bref, tout ça pour vous dire que le changement technologique ne donne pas accès nécessairement simultanément à un changement idéologique ou un changement de conscience. Ça ne va pas nécessairement de pair, c'est pas automatique. Et le travail de l'esprit, fondamentalement, c'est de travailler au niveau du changement de la psychologie pour que les gens, à un moment donné, développent une conscience vibratoire et par la suite, la technologie suivra. Tandis que si l'emphase des gens, c'est d'amener des changements technologiques au nom de l'environnement et la personne n'intègre pas la conscience de son esprit, ça fait une personne qui va, oui, avoir des comportements plus éco-responsables. Par contre, la personne demeure orgueilleuse pareil. Et elle va être encore empreinte avec un esprit de domination.
Donc, d'avoir des attitudes plus écologiques ou des changements technologiques ou de créer des éco-villages, ça ne réglera pas tous les problèmes de fond au niveau de la conscience. Puis, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent, dans des éco-villages ou des communes à caractère spirituel, manquer de respect là, par rapport aux hommes, aux femmes et ainsi de suite. Donc, ça ne fait pas nécessairement des gens qui ont des comportements éthiques. Et pour que la vie sur Terre soit plus ajustée, ça prend à la fois des changements, oui, dans les agissements, mais à travers surtout la psyché, parce que les agissements ou les comportements sont symptomatiques de l'état psychique. Et lorsqu'il n'y aura plus de pollution en lien avec du mémoriel qui manque d'ajustement dans la psyché des individus liés au plan astral, eh bien la pollution sur le plan physique qui en est le corollaire, c'est-à-dire des pensées qui manquent d'ajustement, qui amènent des comportements qui manquent d'ajustement, va disparaître. Lorsque l'être humain va être libre de la pollution astrale et de l'orgueil, ben à ce moment-là, les ajustements de l'être humain vont être en adéquation avec l'esprit, et comme il va se comporter d'une manière adéquate, la pollution va disparaître sur la Terre. Mais pour en venir à ce stade-là, ultimement, la personne doit suivre sa vibration. Donc, ultimement, par rapport à la question de la conscience écologique versus la conscience vibratoire, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que l'être humain suit la vibration et éventuellement, en agissant ainsi, si ça se fait à une grande échelle avec une masse critique, en son temps, chaque chose en son temps, parce que c'est une conscience individuelle. C'est un par un, chaque individu, puis au fil des millénaires, ben, éventuellement, les problèmes de pollution vont disparaître parce qu'ils sont symptomatiques d'une conscience qui manque d'ajustement, qui va produire des technologies qui manquent d'ajustement, qui vont engendrer la pollution. Mais si la conscience est ajustée, ben à ce moment-là, elle va générer une technologie qui est ajustée, ou de plus en plus ajustée, qui va être de plus en plus en adéquation intelligente avec l'environnement. Donc, ça va se faire tout seul. Quelqu'un qui s'ajuste vibratoirement, éventuellement, ses ajustements, ses comportements sont plus ajustés, puis sur une longue échelle de temps, ça neutralise les problèmes de pollution, puis éventuellement, la Terre sera restaurée. Pour moi, c'est clair que les problèmes qu'on est confrontés sur Terre, éventuellement, vont prendre fin, et que la biosphère, la dimension de vie de la planète terrestre va être restaurée. C'est juste une question de temps. Et ça va aller dans le temps de l'esprit. Et sur ces considérations, je vais compléter cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.